l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette 300e chronique de Just... Bienvenue dans ce 166e numéro du Synthé Night Club. Ce soir du lundi 13 janvier 2025 est une émission un petit peu particulière. Émission particulière parce que nous allons débriefer un nouveau match où on n'a pas été ridicule. Alors ça reste une défaite, c'est 0 points, mais bon, qui misait sur une victoire au parc en début de saison? Pas grand monde, je pense. Une émission un peu particulière également parce qu'il y a un invité spécial ce soir. Un invité qui fait le lien entre Paris et Synthé puisqu'il est à la fois supporter parisien et imitateur approximatif de l'accent stéphanois. Un invité qui était déjà venu dans l'émission et qu'on est ravi de retrouver ce soir, monsieur Julien Cazard. Bonsoir Julien, comment vas-tu? Bonsoir, Eddie Down. Alors, je suis pas en vacances, c'est tout ce que je sais dire. Et encore, c'est approximatif, c'est bien ce que je disais dans Ouais, mais t'es marrant, toi. Moi, je me cale sur un mec, un auditeur qui s'appelle Lucien, qui appelle de temps en temps. Donc, je suis pas au carré, il faut que je le travaille encore. Bon, en tout cas, on est vraiment très content de te recevoir à nouveau dans le Synthé Night Club. Je précise qu'il y aura la caméra de Julien qui sera active dès qu'on passera sur la scène du débrief du match. Avec nous également celui qui a profité de cette rencontre de prestige pour sortir sa 300... celui qui, avec sa voix grave et rugueuse, a enfin compris qu'il était plus fait pour la radio que pour la presse écrite, Joss Randall. Bonsoir Joss, comment vas-tu ? Bonsoir Ken, bonsoir à tous, merci pour l'introduction. Et oui, donc il n'y aura pas de 300e, il faudra attendre un peu, mais je la peaufine. Et je suis très content d'être avec mon ami Julien Cazard ce soir, qui en plus est absolument super, parce que moi j'ai la chance de déjà le voir en caméra, je pense que vous n'êtes pas prêts. Ce soir, pour nous accompagner et faire le lien donc avec notre cher public de Garagna, le gars qui parle gaga, Gabriel. Bonsoir Gab. Salut Julien, salut Joss, salut le chat, meilleurs vœux pour l'année 2025 et j'espère que tout le monde va bien. Eh ben écoute, je crois que ça va pas trop mal, on n'a pas été ridicule ce week-end, donc ça met en joie. Ce soir, on va donc débriefer ce match contre Paris, on parlera un petit peu de la course au maintien dans laquelle, ne l'oublions pas, on est toujours empêtré. Ensuite, Clément, qui s'occupe de la partie Mercato chez Peuple Vert, nous rejoindra pour qu'on fasse un point sur les dossiers Mercato en cours. Et enfin, on se fera un petit quiz dans la grande tradition casarienne. Et bien sûr, bonsoir à tout le monde, que vous soyez sur le chat Twitch, sur le chat YouTube ou que vous nous écoutiez en podcast. C'est parti, jingle débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Allez, et voilà, donc on retrouve la caméra donc de Julien qui effectivement porte du vert ce soir. Alors c'est du Nike. Il est beau le Garen. On a déjà été sous équipementier Nike ou pas à Synthé? Vraie question. Non, attends, moi, celui que j'ai, moi là, c'est un Lecoq, je pense, non, c'est quoi Voilà, c'est quoi ça? Putain, je sais même pas. Merde, la culture stéphanoise. Vous n'aviez pas le coq sportif à un moment donné? Le Manu France, c'est possible que ce soit un coq sportif. Je sais plus. En tout cas, honnêtement, je sais plus. Je sais pas non plus, mais si le coq, tu dois l'avoir sur la poitrine, Julien. Non, mais je vois pas, je vois rien là, parce que c'est une réédition, donc je pense qu'ils l'ont peut-être fait sans l'accord de l'équipementier, tu vois, de l'époque, parce qu'il n'y a rien du tout. Il y a rien d'écrit à part Manu France. Magnifique. Ça, c'est à l'époque, on n'avait pas de blé, là, c'est terminé maintenant, ça. Et c'est là où c'est cool d'avoir une audience en direct, c'est que a priori, les gens nous confirment que c'était bien un coq sportif et qu'on n'a jamais été sous équipementier Nike. C'est parfait. Content de vous apprendre que vous étiez chez le coq sportif, ça fait plaisir. Avant qu'on commence, juste j'ai une question un petit peu à la con, mais Julien, on est d'accord qu'ils se ressemblent un peu, Orneland et Henrique, non, au niveau du faciès? Le même type de mâchoire carrée? Un truc, même côté sympa, même côté, t'as envie de passer une soirée avec. Oui, non, il y a un truc, il y a quelque chose. Après, ils ont peut-être pas le même matériel. C'est peut-être ça la différence qui fait que, bon, à un moment donné,
le visage change de forme à la fin du match. Peut-être un peu, ouais. Bon, allez, c'est parti. On va partir sur ce débrief. Défaite donc 2-1 au Parc des Princes. Victoire donc pour Julien. Mais on a eu une AS Saint-Etienne qui a joué au football, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment si on accepte le match contre Reims. Et donc, je vais venir vers toi, Joss. Si tu devais résumer un petit peu la rencontre en une émotion, en une sensation, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette prestation ? En une sensation, une confirmation. J'ai aimé plusieurs choses dans ce match. La première, bon, moi j'attendais impatiemment l'étage 2 de la fusée Orneland pour voir si ce qu'on avait vu contre un, c'était une espèce de feu de paille ou de cadeau de bienvenue et qu'il allait aborder le match au parc comme le font la majorité des entraîneurs, c'est-à-dire en se mettant à peu près tous derrière. Il ne l'a pas fait et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. J'ai beaucoup aimé les 15 premières minutes. J'ai beaucoup aimé le fait que l'équipe a été là jusqu'au bout. Parce qu'il y a un mois, on m'aurait dit que à 2 minutes de la fin, on était encore potentiellement mathématiquement en course pour ramener un point. J'y aurais jamais cru. Donc moi, je suis vraiment content de ce que j'ai vu. Alors évidemment, le PSG aurait dû nous mettre plus de buts que ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont extrêmement maladroits. Mais pour autant, on ressort la tête haute. Tout le monde est assez enthousiasmé par la philosophie que ce mec-là est en train de mettre en place. Ça fait 2 matchs qu'on la voit de suite. Alors après, on verra si ça tient plus longtemps, si ça s'étiole, si les mecs physiquement sont capables de ça. Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien. Ok, merci. Avant de me tourner vers toi, Julien, Gab, dans le chat, c'est quoi ce que les gens retiennent en un mot globalement de ce match ? Et bah écoute, sur le sondage que j'ai posté, on a la grande majorité qui retient de ce déplacement à Paris, enfin qui sort de ce déplacement à Paris le mot encourageant. On a 80% des auditeurs là qui retiennent ce mot-là, donc je pense que tout le monde a été agréablement surpris du jeu proposé par la SSE au Parc des Princes. Dans les premiers messages, on a Jo42 qui nous dit que c'est très prometteur. 42 CAE 42 qui nous dit les mecs les ont mis sur le pré. Je pense qu'il parle d'un certain attribut que je ne citerai pas. Donc globalement, ouais, il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce déplacement à Paris malgré la défaite. Eh ben Julien, maintenant je vais me tourner vers toi avec ton point de vue parisien. Donc on voit dans le chat stéphanois que globalement les gens sont plutôt satisfaits. On a vu Enrique qui, première phrase de la conférence de presse, dresse des louanges vis-à-vis de l'adversaire. On a vu des Parisiens après le match dire waouh, on a eu une belle opposition, on s'y attendait pas forcément. Est-ce que tu rejoins un petit peu ça ou tu retiens quand même la nette domination, si on prend un peu de recul, parisienne ? Écoute, moi, non, je suis d'accord. Alors, fondamentalement, ce match, si tu n'as pas cette espèce de tradition du nouveau projet d'avoir 800 occasions pour 2 frappes, 1 but et 15 tirs au-dessus qui sont des chandelles, fondamentalement, ce match, il peut être une branlée. C'est-à-dire qu'avec le même match, exactement le même, tu peux finir avec une tôle. Mais pour moi, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé dans l'état d'esprit. Parce que moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils ont abordé le match comme. C'est pas comme peu d'équipes, comme aucune équipe. Même Monaco, même Lyon, même Marseille. Alors, en parlant pas à Marseille, ils sont arrivés, le froc baissé, les fesses en l'air, allez-y, envoyez les concombres. Et aucune équipe n'est arrivée, ou alors en faisant un peu semblant, 3 minutes. Non, mais là, vraiment, il y avait l'envie d'y aller. Et moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, parce que pour moi, suivre le PSG tout le temps, j'allais dire régulièrement, mais tout le temps, les équipes qui mettent le bus, qui accrochent le PSG, parce que ça arrive, il y a des équipes qui arrivent à faire un 0-0, le cul par terre, dans leur surface. Mais sauf que ces équipes-là, c'est marrant, mais elles le payent souvent après. C'est-à-dire qu'elles se sont tellement mis minables, elles se sont tellement mis psychologiquement dans un état d'infériorité, que souvent, les matchs d'après, eh bien, en fait, elles font des contre-performances, elles ont du mal à se remettre dedans, parce qu'elles ont fait cette espèce d'exploit, mais dans des mauvaises conditions, qui ne peut pas être une vraie référence. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Tous ceux qui font ça, ils vont faire un pauvre nul ou un pauvre truc contre Paris, et à la fin, ça ne va pas leur servir. Alors que ce qui est intéressant dans ce qu'a fait l'entraîneur stéphanois, c'est qu'il s'est dit, moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon championnat, ce match.
Moi, je vais continuer à progresser avec mon équipe. Je vais essayer d'être confronté, comme je suis confronté à une grosse équipe, je vais essayer de voir ce que ça donne, bastonner une grosse équipe. Et après, advienne que pourra ce résultat. De toute façon, il n'était pas du tout assuré de ne pas prendre une tôle en faisant le bus. Donc lui, il n'a rien changé. Sauf que, quel que soit le résultat, qu'il ait fait 2-1, 5-0, 4-1 de ça, les mecs auraient pu se dire, non mais nous, on s'en fout. On a joué, on n'a pas baissé notre froc, on n'a pas essayé d'être là, des victimes. Bah non, on a perdu, mais avec les honneurs, le torse bombé. Et je pense que pour après, c'est bien plus important qu'un pauvre point que tu vas arracher contre Paris. Je pense que là, ils ressortent de cette défaite, les Stéphanois, je pense, plutôt mieux qu'avant le match. Ouais. Alors, c'est intéressant et c'est un peu intriguant parce que tu le dis dans ton analyse, c'est que ça aurait pu être une branlée. Et je vais en profiter pour enlever ce diapo du match et vous mettre un petit peu les stats du match. Et vous vous apercevrez, hop, qu'il y a une statistique qui est assez intéressante, c'est les expected goals. Et les expected goals, ils disent que il y a 4 expected goals pour Paris et 0,2 pour Saint-Etienne. Donc, je fais partie des gens qui retiennent l'espoir et la fierté après ce match, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de s'emballer sur un match qu'on aurait probablement, si on suit les statistiques, perdre 4-0? T'en penses quoi, Joss? Est-ce que finalement on n'est pas un peu trop confiant, un peu trop content de nous, parce que c'est le début d'un nouveau projet, parce qu'il y a eu des choses intéressantes, mais est-ce qu'on n'est quand même pas un peu aveuglé par ce score qui ne reflète pas la rencontre? À partir du moment où on est lucide sur le fait qu'effectivement ce match, on aurait probablement dû le perdre par un score plus large, je vois pas en quoi l'enthousiasme serait nuisible. Moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Julien et pas d'accord avec un truc qui a été dit tout à l'heure qui vient du chat, c'est-à-dire que pour moi, le fait nouveau, c'est pas juste de jouer avec des baloches, hein, parce qu'on voit aussi du foot. Et ça, c'est vachement plus intéressant. Parce que tu peux être le alors, cul dans ta surface et jouer avec les baloches, ça n'a rien à voir. Exactement. Et jouer avec des baloches, on a su le faire à certaines époques avec des Duprat, etc. Là, moi, ce qui m'intéresse depuis 2 matchs, c'est que au-delà d'une intensité qu'on voyait moins, effectivement, donc là c'est un peu en rapport avec les baloches, je suis d'accord, il y a aussi des circuits de jeu, il y a aussi une philosophie, il y a aussi un bloc qui est plus haut, il y a aussi du jeu redoublé en passes courtes, sauf Zoriko Davitashvili qui a toujours pas compris qu'il fallait pas toucher 4 fois la balle avant de la donner. Donc moi je trouve ça super intéressant. On n'apprend rien avec la stat là, l'expected goals, enfin on aurait presque pu la dépeindre avant. Et pourtant, il ressort de ce match une impression d'une équipe qui a quand même joué au foot. Le premier quart d'heure, je suis désolé, on a vraiment joué au foot. Alors, ça s'est pas traduit par des occasions de dingue, mais on a été protagoniste avec le ballon. Et ça, c'est quand même assez nouveau, hein, surtout face au PSG. Donc, on y viendra dans la deuxième partie. Je pense que Horneland, il est en train d'essayer de mettre un truc en place. Il est en train aussi de voir sur qui pourra compter, sur qui pourra pas compter dans ce projet de jeu. Et je pense que dans ce match-là, il y a des enseignements intéressants à tirer, y compris sur les gens, à mon avis, avec qui ça sera juste. Donc c'est un match qui est... On n'avait pas coché de points sur ce match-là. Et ressortir avec cette prestation-là, je trouve que c'est très encourageant pour la suite. Moi. Oui, et puis moi ce que je dis, c'est que tu as raison, c'est-à-dire que ça aurait très bien pu faire 5-0, mais comme tu dis, c'est la manière de jouer qui compte. C'est qu'il a voulu jouer au foot en Ligue 1, malheureusement. Quand l'adversaire a tendance à voir arriver une défaite ou un adversaire trop fort, il va changer son principe de jeu. Il va essayer de s'adapter et d'avoir un espèce de truc hybride de défense, bloc, machin. Là, non. Là, il s'est dit, je vais jouer au foot et puis on verra ce que ça donne. Pour moi, le seul truc qui pose problème, qui est un peu un souci qu'a aussi le Paris Saint-Germain, c'est qu'on a l'impression que ça peut jouer pas mal, mais que dès qu'on approche des 20 mètres, on se regarde un peu en chien de faïence, quoi. On a l'impression, on n'a pas peur que Saint-Etienne mette un but quand on est en face. On se dit, tiens, il joue, et on n'a pas cette peur du but qu'ils peuvent mettre, parce qu'on a l'impression vraiment que même quand Maurice était à 3 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3, il y avait un petit temps de retard qui faisait que les Parisiens revenaient. Vous l'avez vu plusieurs fois, ce moment où il y avait une sortie de balle bien faite, où il y avait presque un surnombre des Stéphanois, sauf que la vague, elle n'est pas allée au bout. Ouais. Elle s'est cassée avant d'arriver, par manque de confiance. Je suis d'accord, ce match met aussi en avance, des
des choses que Hollande va devoir travailler ou trouver des solutions. Il y a des choses qui vont pas. Les latéraux, c'est juste. David Ashville, enfin les deux ailiers hier pour moi c'était juste pour des raisons différentes. Donc il y a encore plein de choses à travailler, mais il a une base quoi. Et surtout en conclusion de tout ça, ce que je trouve intéressant, alors encore, hein, c'est depuis 2 matchs, c'est qu'on a quand même l'impression que l'ensemble des joueurs adhèrent. Ouais. C'est-à-dire que cette espèce d'envie de jouer comme ça, d'envie de faire des efforts qu'ils faisaient pas sur les 6 premiers mois, on a l'impression que ça, c'est un peu partagé par tous. Et ça, c'est une bonne base de travail pour lui. Et on jouera pas que des PSG chaque week-end. Donc, ouais, c'est une fois encore, je répète, c'est très encourageant. Sur cette vision un petit peu globale, Gab, tu as des choses à faire remonter du chat. J'ai vu que ça a félicité Julien aussi pour sa chanson Pré-Derby qui effectivement était bien sympa. Est-ce que tu as d'autres choses à nous faire remonter? Là, franchement, ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de viewers ce soir. Je sais pas si c'était pour la 300e de Joss ou si c'est pour la présence de Julien. Bah, non, On a beaucoup c'est de pour monde. la star, Euh, c'est pour la star en vert. Ouais. Quoi qu'il en soit, on a bon, comme ce que disait Julien au départ, je crois, on a quand même Pascal qui dit que Paris aurait pu gagner 5-1 avec toutes les occasions qu'ils ont eues. C'est vrai que ça, je pense que personne n'est dupe. Mais globalement, il y a beaucoup de messages, comme je disais tout à l'heure, très positifs. On a Céline qui nous dit on n'a pas à rougir de cette défaite, l'équipe joue de l'avant et essaie de construire. Fier, il faut continuer comme ça. C'est très encourageant pour la suite. On a Giuseppe qui nous dit je regrette notre tout début de match où on manque par 2 fois l'occasion d'ouvrir le score. On a notamment le semi 2 contre 1 où Stassin ne donne pas le ballon assez vite à David Ashvili. On a Deontopou qui est presque choqué du fait qu'on ait réussi à poser quelques problèmes à Paris dans le jeu. C'est vrai que par rapport à la première partie de saison, ça semblait complètement impossible. Sur YouTube, on a la Stéphanoise qui nous dit je pense que le PSG a même été surpris par le niveau des Verts en début de match. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de remarques positives de la part notamment de Hakimi, je crois, après le match. Donc c'est beaucoup de positifs. Et pour terminer, on a Fabio qui nous dit Benjamin Bouchoiry nous fait un bien fou, c'est vraiment le boss de notre milieu de terrain. Thomas Iglesias qui souligne aussi le match d'Equois, qui a été à un niveau Ouais. où on ne l'avait jamais vu et dont je ne le croyais pas capable. Très bon, point d'exclamation. Et on a Giuseppe 42 qui, bon là c'est un petit peu plus pour le futur, mais qui se projette déjà parce qu'on sait que Bouchoiry et Mouton seront suspendus à Auxerre. Et du coup, il nous dit le test aussi pour Arneland sera de remplacer Bouchoiry et Mouton qui seront suspendus en même temps du côté d'Auxerre, mais on aura le temps d'en reparler. Tout à fait, il faudra repenser le milieu de terrain. Est-ce qu'il y aura du Amougou? Est-ce qu'il y aura du Mouefek? On verra tout ça. Juste, j'aimerais bien qu'on revienne très rapidement sur un fait de match parce que j'écoutais 2-3 émissions hier soir et j'ai vu que ça avait fait débat un petit peu. Pour toi, Julien, il y a faute sur le 3e but de Barcola ou pas? Mais déjà, premièrement, pour moi, il n'y a pas pénalty. Sur la main de Petro? C'est pas du foot, là. Je- Siffler pénalty là-dessus, c'est pas du foot. C'est vrai qu'il y a un moment où bon, il peut pas se couper la main, quoi. Qu'en C'est- fait, c'est- il c'est peut très- donner l'impression de ramener sa main pour mettre sur le ballon, mais il n'est pas complètement con, donc je pense pas que c'est ça. C'est juste qu'en fait, c'est un mouvement naturel. En fait, il veut l'enlever parce qu'il sait qu'il va y avoir un centre, sauf qu'en la ramenant vers lui, sauf que c'est là qu'arrive le centre. Pour moi, je suis contre le fait de tirer, de siffler des pénaux là-dessus. Donc voilà. Après, pour moi, non. Pour moi, il y a pareil. Pour moi, il n'y a pas faute de Barcola. C'est du foot. C'est le Stéphanois qui fait trop le malin. Moi, mon joueur, il fait ça, j'ai envie de le buter. Hein. Non, mais il s'est pris pour qui, le gars? Il nous a fait une Verratti à vouloir. Mais oui, bah oui, mais pardon. Mais oui, bah, pardon, mais Verratti. S'il joue à Mais là, c'était Saint-Étienne, une Verratti. Verratti, c'est vrai. En l'occurrence. Non, pour moi, moi j'aime bien quand les mecs sont sanctionnés quand ils font une connerie. Et pour moi, il a fait une connerie. Alors que Barcola avait foiré son dribble. Donc, et lui, au lieu de profiter de ça, il va essayer de faire une espèce de truc un peu chelou et puis il se fait piquer la balle au physique. Mais pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, il y a Après, pas faute. Barcola, il célèbre pas un petit peu comme s'il savait que de toute façon ça allait être annulé, quoi. Pour moi, Barcola, il célèbre pas aussi parce que il en a raté beaucoup, Ouais. qu'il était laborieux, que même sur ce but, il galère au début, il perd la balle, c'est un peu moche, il récupère le ballon, il marque. Pour moi, il y a un côté un peu, oh là là, celui-là. Ouais, c'est pas le but de Dembélé, quoi. Ah non. Joss, ouais, c'est quoi ton avis là sur cette action?
Moi, je pense qu'il n'y a pas faute de Barcola non plus. Je n'aurais pas sifflé. Voilà. Après, c'est bien parce que ça a permis de garder un rien de Oui. suspense dans le match. Je pense Ouais. que là, ça aurait pu être un peu le coup de massue. Voilà. Bon, je trouve que c'est bien pour l'issue du match. Mais objectivement, voilà, moi, je n'aurais pas sifflé. Ok. Et je suis d'accord, notre ami Boucheret, qui par ailleurs a fait un très bon match, hein, comme depuis un Ouais. certain temps. Là, il a juste un peu craqué. Mais voilà, j'espère que ça lui servira de leçon. Et ben justement, tu parles de Bouchouari qui a fait un bon match. T'as évoqué David Ashvili qui, malgré son beau but, t'as pas forcément Non, convaincu. du tout. Après, On va. attention, beau but, il a quand même tiré, il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait pas de mur. Hein. Hmm. C'est quand même. Ouais, alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'ai entendu plein de gens dire ça. En vrai, l'effet qu'il met dans la balle, qui contourne le mur, il faut le faire. T'as vu Enfin, comment il est placé, le mur? non, et le mur est pas parfaitement placé, je suis d'accord. Ah non. Mais n'empêche que le contournement du mur avec l'effet de la balle, ça reste un beau coup franc. Mais je te jure que si jamais Donnarumma met pas 2 heures à aller par terre, bah, la première réflexe qu'on se dit, c'est bien tiré, mais un peu trop sur le gardien. Ça, c'est autre chose. Excuse-moi, il l'a pas mise en lucarne ou ras du poteau. Il l'a mise à portée de la main de Donnarumma, qui a une main en mousse. Donc, après, attention, faut déjà le Laissez-moi cadrer kiffer. parce que nous, on n'a aucun mec qui cadre les coups francs à part Hakimi. Donc, si tu veux, tu veux, t'as beau être le Paris Saint-Germain, tous tes mecs qui mettent des trucs en tribune ou dans les cintres. Donc, effectivement, on va pas cracher sur un mec qui. On a pris son copain là pour en marquer nous des coups francs. On a pris son copain. Il est peu cher par contre. Bon, bah du coup, ouais, les individualités. Côté stéphanois, bien sûr, parce qu'on est dans une émission qui s'appelle le Synthé Night Club. Qui est-ce que vous retenez en top et en flop? Si vous deviez me citer un joueur top, un joueur flop. Et je vais commencer avec toi, Julien, justement. Moi, il y en avait plusieurs que. Moi, j'ai bien aimé Petro parce que je trouvais il a beaucoup apporté dans son engagement. Même, il a beaucoup jugulé des montées qui auraient pu faire mal. Mais c'est vrai qu'il Après, était du côté de Dembélé Hakimi, c'était pas simple, quoi, pour lui. non, il s'est bien démerdé. Après, je trouve que le milieu de terrain, le milieu de terrain dans son ensemble, j'ai pas de mec en particulier, mais je trouvais que le milieu de terrain était très propre. Ok. Propre. Moi, j'ai plus de mal avec. Je trouve les Stassin, je l'ai trouvé brouillon. Mhm. C'est un Belge, hein, donc normalement, c'est la famille. Mais sinon, ouais, pareil. David Ashvili, je trouve que pareil, brouillon. C'est dommage parce qu'ils ont pas fait profiter à l'équipe des bonnes sorties de balles, des bons mouvements. Je dirais plutôt le milieu de terrain dans son ensemble. Ok. Joss? Alors d'accord avec Julien sur le milieu de terrain, je trouvais le milieu de terrain très bon globalement. Je trouve la note sur Mouton un peu sévère. Moi je leur aurais mis la même note aux trois, je les ai trouvés vraiment bons. Et derrière j'ai trouvé Nadé très bon et un bon Larsonneur aussi. Après sur ceux que j'ai pas trouvé bons, alors moi là je suis pas d'accord avec Julien, notamment sur Petro qui là on voit que Petro face à un mec qui Et va t'as vu vite, ce qu'il a c'est pris dans la compliqué. gueule? T'as vu ce qu'il Mais, avait dans la mais, tronche? mais, je nuance tout de suite. C'est que Petro, il a été tout seul. Tout le temps, tout le Voilà. temps, tout seul. Et pour moi, celui qui mérite la moins bonne note du match, c'est David Ashvili. Pour ça, parce que c'est un mec qui, pour l'instant, sur ce premier match, me semble un peu à côté du projet. C'est-à-dire que il est très individualiste. Il fait pas forcément les mêmes efforts que les autres. Il touche beaucoup la balle avant de la donner, beaucoup, beaucoup. Là où tout le monde essaye de jouer en appui remise, lui, il touche 2, 3, 4 fois le ballon. J'ai pas du tout aimé son match, mais pas du tout. Et cet axe gauche, ce côté gauche là, va faire partie des choses à réfléchir aux éventuels ajustements parce que je pense que ça pourrait être compliqué dans ce que veut faire Eric Orneland. Voilà, j'ai pas non plus été hypé par Cafaro de l'autre côté, mais moi j'ai un petit problème avec Cafaro, alors je m'auto-afflige un procès en subjectivité. Quant à Stassin, ouais, je l'ai trouvé moins à son aise que contre Reims, alors c'était pas la même opposition en face, mais là encore, je pense que même dans le zoning, David Ashvili l'a pas aidé non plus. Donc à revoir, à revoir. Mais je ressors le milieu de terrain et Nadé s'il faut en ressortir que quelques-uns.
Oui, Orneland, il a pas l'air d'avoir bien aimé la première mi-temps de Cafaro non plus, puisqu'il l'a sorti à la mi-temps, remplacé par Augustine Boaki. Alors ça me permet d'ajouter un autre truc que j'ai bien aimé. On Oui, a un coach qui est capable de faire des changements à la mi-temps. Et ça, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est pas si courant. Alors moi personnellement j'aurais sorti David Ashvili. Bon, j'aurais fait une connerie évidemment puisqu'il aurait pu être là pour tirer le coup franc. Mais voilà, le mec il aime pas un truc, il est capable de sortir un mec, d'en mettre un autre, et je pense qu'il est capable d'expliquer au mec pourquoi il l'a sorti. Et ça c'est bien. Ça c'est dans l'esprit du foot ça. Donc voilà, ça fait partie des petites choses que je rajoute au rang des choses que j'ai aimées. on a un coach qui est aussi capable de rendre fou le quatrième arbitre, parce qu'au niveau de la zone technique, il y a eu un non-respect des lignes assez magnifique. Mais c'est bien, ça fait du bien après Batles et Dalloglio. J'ai un petit bémol sur Larsonneur. Il fait pas un mauvais match, mais je trouve que les joueurs du Paris Saint-Germain ne mettent jamais dans une grande difficulté. Ce sont des frappes qui sont rarement à mettre hors de position un gardien. Il n'a pas eu besoin de faire un exploit. Même la frappe de Barcola où il a un très bon réflexe, un bon Barcola ou un bon attaquant, il enroule, Il il la met peut un peu pas plus être haut, ouais. sur la trajectoire. Il peut Ouais. pas être sur la trajectoire normalement. C'est pas possible. C'est-à-dire il a été efficace sur des frappes ou sur des tentatives de Parisiens qui étaient toujours un peu bof, quoi. Parce qu'il n'y a pas de tueur dans cette équipe. Même le seul neuf qu'il y avait, je trouve qu'il avait fait des très mauvais choix. Ramos, il a souvent buté sur l'Arseneur déjà parce que lui, il jouait mal les coups. Donc l'Arseneur, il a fait un bon match, mais je ne l'ai pas vu faire une prestation XXL, aller chercher des trucs. On se dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas Gordon Banks, quoi, face à Pelé. Ouais. Non, mais il a fait le taf quand même. C'est-à-dire qu'il a sorti Ça. les arrêts qu'il fallait sortir. Effectivement, c'était pas des arrêts exceptionnels, mais c'était les arrêts qu'il fallait faire. Gab, au niveau du chat, j'ai vu que ça a pas mal donné leur avis sur les tops et les flops. Qu'est-ce qui est ressorti? Est-ce que Petro, les gens sont plutôt du côté de Julien ou de Joss, par exemple? On est plutôt du côté de Joss pour nos deux latéraux. On a Joe42 qui nous dit gros flop Petro, Manu63 qui nous dit flop Apia. On a Deontopou qui tempère quand même un petit peu, qui nous dit Petro fait une mauvaise première mi-temps, mais très bonne seconde. Bah, Et attention, qui juste pour, justement pour précise revenir, que Zouri. juste Ouais, pour mon avis sur Petro, moi, c'est parce vas-y, que je vas-y. le trouvais vraiment seul et que je trouvais qu'il avait été courageux parce qu'il s'est pris des vagues dans la gueule. C'est surtout ça, moi. Je ne l'ai pas trouvé étincelant, hein. Mais je me disais, lui, il a vraiment pris cher. Il a vraiment pris cher dans le match et il n'a pas lâché, justement. Il n'a Bah, pas ça, c'est lâché. clair que c'est un joueur à qui on peut Mais c'est, reprocher certaines lacunes techniques, mais ouais. qui a clairement une volonté. Enfin, quand on parle de valeur stéphanoise, c'est vrai que lui, il pourrait les représenter correctement. Ça, on va pas se mentir. C'est exactement ce que soulignent également nos auditeurs, puisque du coup, Deontopou disait, pour finir le message, que David Ajuli n'a pas défendu au début ni à la fin, je pense. On a Machado qui nous dit Petro ne pouvait pas gérer deux mecs seuls pendant tout le match, sachant que c'est un des meilleurs défenseurs droits du monde et un des meilleurs dribbleurs du monde. En parlant d'Hakimi et Dembélé, je pense que qu'on l'a vu hier. Et sinon, sur le côté offensif, comme disait Joss, David Ajvili prend un petit peu pour son grade, tout comme Cafaro, mais Cafaro est sorti à la mi-temps, mais David Ajvili, il revient pas mal dans les flops. On a notamment Bibluneta qui nous dit complètement d'accord sur Zurico, il m'a agacé tout le long du match. Son but est anecdotique à mon sens, et l'entrée de Boaquier, qui même s'il n'a pas tout réussi, lui au moins a levé la tête. Voilà globalement pour les flops, et pour les tops, on a Larsonneur, Bouchoirie et Nadé qui reviennent le plus souvent, qui sont d'ailleurs quasiment les uniques tops que je vois dans le chat, parce que ça défile rapidement, mais globalement, ouais, c'est plutôt ça, le milieu de terrain et Nadé et Larsonneur qui reviennent dans les points positifs. Très bien. Eh ben merci beaucoup. Avant qu'on parle un petit peu du prochain match et donc de la course au maintien, de ce qui se passe un petit peu du côté de Montpellier, Le Havre, tout ça, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, par rapport à cette rencontre? Moi, je pense qu'il y aura besoin de. Quand je parlais de Petro, je pense qu'il lui faudra un ou deux gars qui tiennent la baraque. Parce que des gars qui jouent au foot, il en aura. Mais il aura besoin de gars qui tiennent la baraque parce pour moi, il y a quand même la grosse déception Younes Abdelhamid cette année. Ouais.
Et moi, j'adore ce joueur en plus. Hein. Je l'ai croisé plusieurs fois à Reims et tout. Super mec. Et sauf que tu peux pas imaginer que ça va être peut-être l'année de trop, peut-être. Tu sais pas. Et, il est dans le dur. Et ça, c'est quand même un coup quand tu es dans une équipe qui joue le maintien. Tu as besoin de ce mec-là. Donc le fait qu'il soit pas dans le coup, ça va falloir trouver. Voilà, il faut pas négliger ceux qui peuvent t'apporter ce que lui ne t'apportera pas. Yes. Just, t'as un truc à nous dire? Ouais, en rapport avec le match ou on est déjà passé sur la suite? Non, en Parce que rapport en avec le rapport avec match, le match. justement. Non, moi je, je- je termine en rappelant ce mot-là, c'est encourageant. Voilà, et il faut en rester là pour l'instant. Ok, très bien. Eh bien, justement, nos concurrents pour le maintien, eux, n'ont pas été forcément très encourageants, puisque Montpellier a perdu, Le Havre a perdu. Est-ce que déjà, si on prend juste ces deux équipes-là, est-ce que pour vous, ça y est, le coup de grâce est arrivé et c'est terminé? T'en penses quoi, Julien? Moi, franchement, Montpellier, alors j'aime beaucoup ce club, j'ai beaucoup de tendresse pour ce club, et pour son président, et parce qu'il y a beaucoup de clubs à l'ancienne comme ça. Mais c'est leurs 50 ans, les gars. Hein. Donc, tu as Ouais. compris que on est le même jour que moi. J'ai le même âge que le club. Le jour pile. Mais moi, je pense que là, ils y sont plus. Je ne vois pas de levier. Gasset, pour moi, c'est le Younes Abdelhamid de l'entraîneur, c'est-à-dire que c'est peut-être la fois de trop, quoi. Tu vois. Là, moi, j'y crois pas. Il y croit plus. Il n'y a aucun effet. Ils vont pas relancer 5 fois la machine. TJ Savanier, c'est catastrophique ce qu'il a fait. Club, je pense que je pense qu'ils vont. Je les vois. C'est pour eux, mais je ne les vois pas remonter. Quant au Havre, alors le Havre, carrément, moi, j'ai l'impression que l'attitude du président, l'attitude victimaire par rapport à la Ligue, tout ça, a mis le club dans une sinistrose. J'ai l'impression qu'ils sont pas là. J'en rigolais Ouais. plusieurs fois sur RMC. J'ai l'impression qu'ils ne sont même pas en Ligue 1. C'est-à-dire qu'ils sont déjà ils sont en Ligue 2, mais c'est incroyable. Ces clubs n'existent pas dans le. Dans le. Il y a André Ayou qui. Mais sinon, Didier Digard, totalement anonyme. Enfin, je veux dire, tout est anonyme dans ce club. Pour moi, Montpellier et Le Havre, j'ai rarement vu le club autant décroché mentalement et footballistiquement à moitié de saison, comme ça. J'ai rarement vu ça, moi, en Ligue 1. Ouais. Ouais, Just, ça te paraît terminé pour Montpellier et Le Havre? Puis sur la même ligne que Julien, c'est vrai que je les vois mal s'en sortir les deux. Alors, j'ai un avis un peu différent pour les deux. Moi, j'aimais bien ce qu'était Montpellier. J'aime plus ce qu'est devenu Montpellier. Pour moi, Montpellier, c'est le navire amiral de tout ce qu'il faut pas faire en termes de gestion de club. Et je pense que Laurent, c'est pas son père. Voilà. Quand je dis tout ce qu'il faut pas faire, c'est donner des salaires de dingue à des joueurs médiocres. Voilà, je trouve que c'est vraiment le navire amiral de ça. Hein. Le Havre, c'est un peu différent, c'est que je pense que le Havre, ça manque trop de qualité. Voilà, ça manque trop de qualité, à commencer par l'entraîneur, qui, je pense, à mon D'accord. avis, n'est pas un très bon entraîneur. Du coup, pour ces raisons qui sont pas forcément les mêmes, je les vois mal remonter. Après, pas faire les flambards. Pour l'instant, on n'est pas très très loin devant eux, mais la tendance, la dynamique est pas bonne, quoi, clairement. Ouais. Et effectivement, je suis d'accord avec Julien. On les voit même pas tellement se battre en fait, ni l'un ni l'autre. Alors c'est surprenant pour Montpellier qui avait fait un très bon match au Stade des Ténèbres, match qu'ils auraient dû gagner d'ailleurs. Mais ça a été une espèce de feu de paille, quoi, genre, parce qu'ils sont retombés dans ce qu'ils savent faire de pire là. Donc ouais, c'est pas bien engagé. Voilà. Et donc, on a évoqué Le Havre et Montpellier qui, c'est vrai, semblent décrocher pas mal. Mais juste devant nous, parce que là, on est encore barragiste, mais juste devant nous, on a Nantes qui a le même nombre de points, mais une meilleure différence de but. De toute façon, c'est pas très compliqué d'avoir une meilleure différence de but que nous cette saison. Il y a Rennes qui est à 17 points, donc qui sont que à 1 point devant. Rennes qui a encore chuté ce week-end. La semaine prochaine, donc, enfin ce dimanche, on joue contre Nantes.
Est-ce que pour vous, il y a un truc qui fait que le vainqueur de ce Saint-Étienne-Nantes déterminera qui sera un petit peu le barragiste? Alors c'est évidemment trop tôt pour le dire, mais dans l'esprit, est-ce que ça vous semble être un match assez déterminant dans cette course au maintien? Ouais, Moi, ouais, pour moi. Ouais, vas-y, Julien, vas-y. Non, c'est un match important, mais on est trop loin. Et comme, à la différence quand tu es entre le premier et le deuxième, vu que c'est des équipes qui perdent peu, si tu perds un match direct, ça peut être vraiment fatal. Et moi, je dis, on est trop loin. Je dis, tu vas faire le fanfaron parce que tu gagnes ce match. Et en 2 matchs, tu peux te retrouver. Enfin, tu vois, Ouais. ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite à ce niveau-là du classement. Pour moi, oui, il y aura un petit truc psychologique, mais moi, je suis beaucoup plus inquiet, entre guillemets. Je m'en fous, hein, je suis pas. Mais pour Rennes, il y a une dynamique bien pourrie et qui n'est pas du tout prêt psychologiquement à jouer ça, hein. Ouais, Nantes, ils ont un mec, lui, jouer le maintien, il sait ce que c'est. ouais. Donc, Je suis d'accord effectivement, avec Julien. Je suis d'accord avec Julien. Les Nantes et Angers, à mon avis, ils vont se battre jusqu'au bout. Rennes, alors effectivement, ils sont pas prêts, mais je pense qu'ils ont quand même un gros effectif, Rennes. Donc, je me dis qu'à un moment donné, ça va se réveiller. Par contre, je suis sûr qu'ils n'ont pas fait le bon choix avec Sampaoli, hein. Par contre, il y a une équipe qui est dans une dynamique à se casser la gueule vite et fort, c'est Reims, hein. Ouais. Reims, moi, je les ai trouvés très très faibles samedi dernier à Geoffroy Guichard. Là, ils ont encore pas joué. Reims, bon, ils ont perdu avec Badou en plus. Attention Reims, hein. Ça peut vite se retrouver dans la zone rouge, hein. Ouais. Ouais, Reims, c'est assez catastrophique en termes de dynamique aussi, mais ils sont quand même à 20 points, donc ils ont 4 points d'avance sur nous. Donc il faudra un petit moment pour les rattraper, mais ouais, c'est sûr que c'est pas la meilleure période pour eux. Gab, au niveau du chat, la course au maintien, qu'est-ce qu'on en pense? À mi-saison. Écoute, on pense les mêmes choses que nos deux chroniques du soir. On a Pascal qui nous dit Montpellier, ça semble terminé, Gasset a l'air impuissant. Fan Santé 42 qui nous dit Montpellier, il y a des signes qui parlent dans le mauvais sens. On a vu encore qu'ils ont fini à 9 hier contre Angers. Je me permets de te couper, SSE mais 7100 qui. Ouais, Gasset à Montpellier qui a quand même déclaré vas-y, après le vas-y. match de ce week-end que pour lui ça devenait mission impossible. Pas mission difficile, mais mission impossible. Voilà. Et pas avec Tom Cruise, hein. C'est- Pas celui-là, hein. Ouais, il Non. a parlé. C'est pas le même, hein. C'est vrai, Si le mec, il il a y parlé croit de plus, oui. miracle. Du coup, je disais, ouais, ça va être compliqué, je pense. Mais on a SSE 7100 du coup qui nous disait Montpellier, sincèrement, je m'en tape. Le principal, c'est qu'on se maintienne. Machado 25 qui nous dit on n'est qu'à la mi-saison. On n'est qu'à la mi-saison, il peut se passer encore beaucoup de choses. Pascal qui nous dit Le Havre peut encore se relever, ils ne sont qu'à 4 points à la mi-saison. Donc globalement, on a Montpellier qui est condamné pour nos auditeurs et Le Havre qui peut encore s'en sortir. Évidemment, après, on n'est qu'à 17 matchs de jouer. Ouais. On a Spider Fox d'ailleurs qui nous dit Le Havre ne peut pas recruter, à l'inverse de Saint-Etienne qui vraisemblablement a des liquidités. Et on a pas mal de messages qui justement regrettaient la défaite face au Havre du début de saison, même si Saint-Etienne n'était pas encore, on va dire, en place. Et sinon, on a quelques messages aussi qui soulignent la très mauvaise phase de Reims, qui a quand même 20 points, mais qui, là, sur les 5 derniers matchs, c'est 42, CAE 42 qui nous le disait, 3 défaites et 2 nuls, dont la défaite contre Saint-Etienne le week-end dernier. Et on a Haroun SSE qu'on salue, qui écrit pour Peuple Vert aussi, qui nous dit rien n'est fini dans cette course au maintien. Montpellier et Le Havre semblent plus faibles aujourd'hui. Si on continue comme ça de notre côté, ça devrait le faire, mais on n'a pas besoin de regarder derrière. C'est vrai que je pense que le principal, c'est qu'on se concentre aussi sur nous et qu'on arrive à produire les mêmes performances qu'on a fait contre Reims et Paris. Je pense qu'il y aura pas de souci à ce niveau-là. Ça c'est Donc, sûr. donc voilà, globalement. Et ben justement, c'est vrai qu'on parle de Montpellier, de Le Havre, qui a priori ça va être compliqué pour eux. Mais n'oublions pas que, et ce n'est pas pour nous déplaire, que a priori, pour l'instant, Lyon est toujours rétrogradé en Ligue 2, hein. Ils ont toujours pas trouvé les fonds nécessaires pour rester en Ligue 1 Vous à la êtes fin de la saison. mignon, mais vous êtes mignon. Eh, Vous êtes mignon. Mais vous croyez vraiment qu'on va laisser Lyon aller en Ligue 2? j'y crois pas du tout, mais pour l'instant, en tout Tu vas cas. nous ramener un mec vendu à Botafogo, rétro racheté à Cristal Monvier. Non mais
Et après, on va nous expliquer que c'est fair play, hein. Parce que le fair play financier, c'est un truc très particulier. C'est-à-dire que le mot fair play, il est en fonction de. C'est-à-dire que moi, l'autre là, bon, on en reparlera peut-être, mais il vient nous faire une leçon de morale. C'est Che Guevara, l'autre là, Textor. Et Che Guevara, lui, mais par contre, il est en train de fourrer Lille, Marseille et Monaco en récupérant l'argent de Paul qu'il a distribué à Jacques pour donner à Jean-Pierre. Ça, c'est fair play. Donc, voilà. Moi, j'adore. Hein. Mais malgré tout, il va s'en sortir parce que, justement, il est fair play. Eh oui. Eh oui, eh oui. Je l'ai dit sans grande conviction, mais oui, bien sûr que Lyon va trouver une solution, malheureusement. Il y a Clément qui nous a rejoint et c'est le moment de parler mercato, les amis, parce que je sais que beaucoup de gens attendent ce moment. Et Clément, donc, qui s'occupe de la partie mercato chez Peuple Vert, va nous faire un petit point sur les dossiers en cours. Bonsoir Clément, comment ça va ? Bonsoir Ken, bonsoir Joss, bonsoir Julien, bonsoir Gabriel, bonsoir le chat. Bah écoute, moi ça va Salut très bien. Clément. Ça va très bien, on va parler un peu mercato. Salut Clément. Alors, avec quoi tu veux commencer ? Bah on va commencer par les arrivées, je pense que c'est ce que tout le monde attend. Alors on va débuter avec Erling Cardona directement, on va aller dans le vif du sujet. Donc Cardona, tout le monde a vu l'information qui circule de partout ces derniers jours, je pense. Le retour qui semblait vraiment improbable, hein. Mais voilà, qui est Cardona qui avait quitté la SSE l'été dernier. Les dirigeants n'avaient pas vraiment souhaité le faire revenir. Le profil correspondait pas trop à leur logiciel data, etc. Il y avait un gros salaire derrière à assumer. Mais là, pourtant, il plaît au coach. Les discussions ont repris. Les négociations sont en cours pour casser son prêt parce qu'il est actuellement à l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, les négociations sont en cours. Sainté voudrait baisser l'option d'achat qui est de 1,8 million à l'Espagnol Barcelone. Alors le timing qui avait été annoncé en premier lieu, à savoir le faire venir dès aujourd'hui pour qu'il soit à l'entraînement dès aujourd'hui, était quand même vraiment, vraiment court vu l'état des négociations il y a 2-3 jours. Mais l'optimisme est clairement de mise pour une signature dans la semaine. Alors, on parle d'un nouveau prêt, mais cette fois avec une option d'achat, voire une option d'achat automatique. Donc, il y aurait la possibilité réelle cette fois de voir Cardona s'inscrire dans le moyen long terme à la SSE. On n'est pas sur un prêt de 6 mois et ciao. Donc là, ce serait quand même différent. Donc voilà, en tout cas, la possibilité de voir Cardona ce week-end sous le maillot vert est clairement là. Clairement Ok. là. Eh ben, alors, Joss, c'est intéressant parce que je me souviens qu'on avait fait des émissions ensemble en début de saison et où on était en plein mercato estival et on se disait que Cardona, ça avait été 6 mois assez magnifiques. Je pense que personne peut nous enlever ça, mais que c'était pas forcément une mauvaise idée de pas le reprendre et on avait évoqué plein d'arguments. Est-ce que pour toi, un retour là au mercato hivernal, la donne a changé ? Alors moi, j'y vois déjà une première très bonne nouvelle s'il revient, c'est que je vais pouvoir replacer mon Cardona que l'amour dans mes chroniques. Pour le reste, moi, j'étais pas. Enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup de frustration dans le peuple vert, disant que bah, ça va, Julien, arrête de te foutre de ma gueule. Imagine, on aurait eu Cantona à Saint-Étienne. On a le droit de tenter des trucs. Je crois que les choses ont changé tout simplement. Cet été, au niveau de négociations salariales auxquelles ça se passait, moi j'étais le premier à dire que c'était pas forcément une bonne idée. Maintenant, visiblement, il est prêt à faire des efforts. Je crois que c'est un joueur qui, là, pour le coup, en termes de profil, est lié un peu intérieur, enfin, qui est capable de jouer un peu à tous les postes devant. Je le vois assez bien s'intégrer dans le projet Horneland. En plus, c'est un mec qui est généreux. Ça, je le sens assez bien. Après, je reste surpris parce qu'effectivement, il n'a pas le profil de ce que veut Kilmer. Enfin, c'est un joueur qui est déjà un peu mûr. Voilà. Après, la seule réserve que j'ai, c'est quand on regarde les 18 derniers mois de Cardona. J'arrive pas trop à situer son niveau, en fait. Quand on regarde les 18 derniers mois de Cardona, il y a 6 mois d'échecs en Ligue 1 allemande. Il y a 6 mois de succès en Ligue 2 française. Et il y a 6 mois d'échecs en Ligue 1 espagnole. Et voilà. Donc maintenant, ce que j'aime bien, c'est qu'il a l'air motivé. Visiblement, Horneland aussi, parce que ça, c'est quand même super important. Ouais.
Et je crois qu'en termes de profil, il a de quoi s'intégrer dans ce que veut faire Ranelon. Voilà. Et de toute façon, je pense qu'on a besoin de joueurs de côté. Julien, retourner avec son ex, t'en penses quoi? Alors moi, ça ira. Non, merci. C'est gentil, mais non. De toute façon, elle m'a appelé, elle veut pas non plus. Hein. Ah bah non, je te confirme. Ah, Mais ça, c'est et la en plus, seule chose, voilà. en plus, pas du tout, mais même pas. Tu vois, elle a même pas Ah réfléchi non, en fait. Hein. Ah ouais, non, Et ça, puis c'est un truc sur lequel on est vraiment d'accord. C'est elle m'a assez dit rare merci, mais non merci. c'est vraiment, on est tombé une seule fois d'accord dans notre vie, c'était ce jour-là. Ouais, exactement. Non, en fait, moi déjà, en préambule, j'ai été assez effrayé par l'anecdote. Il rentrait pas dans les datas, machin. Enfin, ça m'effraie, moi, ce genre de phrase. Parce que c'est ce que j'avais entendu par rapport à lui. C'est quoi? Et dans nos datas, il est pas là. Cardona, il est pas dans les datas. Donc déjà, ça fait peur. C'est Minority Report. Mais non, non, moi, je trouve que c'est intéressant. Mais après, tu le mettrais quoi à la place de Cafaro hier? Ouais. Ouais, moi je le mets D'accord, à donc en droite à la fait, place de Cafaro. en pendant Mm. du Géorgien, quoi. Ouais. Tachvili. Et tu gardes Stassin en pointe. Tu ferais un truc à 3. Bah, ce serait l'idée. Après, c'est sûr que Il Sissoko est tournerait. suspendu Après, pour plein de Stassin et lui matchs. peuvent permuter. Ouais, voilà. Les trois, même, peuvent bouger. Ouais. Oui, puis Cardona, il a cette capacité effectivement à pouvoir permuter et il a aussi joué en pointe hein, dans certaines des équipes dans lesquelles il a joué. Donc c'est un Avec profil nous. qui est quand même un peu polymorphe. Ça peut être intéressant pour ça. Mais surtout, Moi, je pense qu'il a l'état d'esprit pour s'intégrer à ce schéma-là. le seul truc qui m'embête, c'est que. Alors après, évidemment, tu vas pas choper Lewandowski. Mais c'est pas un joueur à stats. Gros. C'est un joueur, à mon avis, qui a de l'activité. Et c'est pas un joueur à stats. Et j'ai l'impression que un joueur à stats n'aurait pas fait de mal devant. C'est un mec un peu moins talentueux. Chez nous l'année dernière, des stats, il en a eu quand même. Hein. Il a marqué 10 buts. Oui, c'est vrai. Ouais, mais 10 buts en une demi-saison. Oui, non, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est-à-dire que moi, je pense que ce qu'il faut qu'il apporte, plus que de l'activité, parce que des joueurs à activité, il y en a. Hein. Et il faut un mec, à un moment donné, qui va concrétiser. Tu vois, par exemple, ce qu'a fait avec Metz, Mikotadze, ça n'a pas suffi, mais c'était pas loin. Mikotadze l'an dernier, c'est qu'à un moment donné, il va mettre le but, tu vois. Si tu as un temps fort, il faut que vous ayez quand même un mec qui puisse un peu concrétiser vos temps forts. Et j'espère que ça sera lui. Clément, pour le dossier Cafaro, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à nous donner? Le dossier Cardona. Cardona, pardon, pas Cafaro. Ouais, on peut continuer un peu sur les arrivées. On parlait tout à l'heure du coup de la polyvalence de Cardona. C'est vrai qu'il y avait d'autres pistes qui avaient fuité sur les postes offensifs. Il y avait Inoussa de Haken en Suède, El Mansouri du FC Koper en Slovénie. Mais la venue de Cardona, clairement, pourrait remettre en cause ces pistes-là parce qu'on est sur un joueur qui peut jouer aux trois postes de l'attaque, qui présente un profil assez complet et qui permettrait, si jamais il venait vraiment à signer, de se concentrer surtout sur les autres postes, les autres priorités où on a besoin de renfort. Donc là-dessus, c'est vrai que Cardona réglerait pas mal de problèmes par sa polyvalence. Au niveau du milieu de terrain, on avait expliqué la semaine dernière que Santa Maria, ça ne devrait pas se faire. Problème au niveau du salaire et problème aussi tout simplement sur le réel intérêt que le joueur porte au projet. Donc une rumeur sur laquelle beaucoup s'étaient emballés. Mais on a un nom ce soir qui vient de sortir pour le milieu de terrain. C'est Timothy Ouma de Elfsborg. Alors c'est une piste, Julien tout à l'heure avait pas l'air hyper emballé sur la data. Là pour le coup c'est une piste 100% data. Pardon. Donc on est sur un joueur qui était déjà pisté l'été dernier. Il jouait à Elfsborg et son directeur sportif a commenté les négociations dans la presse suédoise. Il dit qu'il n'est pas au stage de préparation de l'équipe, que le directeur sportif a pu s'entretenir avec lui, ses représentants, et que c'est en cours de négociation avec du coup visiblement Saint-Etienne et le Slavia Prague qui ont fait 2 offres. Son club en voudrait 3,5 millions. Les 2 offres seraient à peu près similaires. Donc voilà, c'est un dossier qui est ouvert, qui est en cours. À voir qui arrivera à le signer. Mais en tout cas, c'est un dossier qui est ouvert. Et pour finir, un défenseur central, toujours la priorité. Défenseur central droitier pour accompagner Michael Nadé dans la charnière centrale. On avait évoqué Adilson Malanda de Charlotte en MLS la semaine dernière. C'est une piste qui visiblement est toujours d'actualité sans pour autant être la priorité. Mais la semaine dernière, on avait aussi parlé d'un jeune défenseur central de Ligue 2,
dont on ne pouvait pas vous dire le nom. Le nom, il a fuité hier. C'est Sadibou Sané de Metz. Alors, encore une fois, désolé pour Julien, piste très data parce que c'est un joueur qui a des excellentes. Non, moi, ça me dérange pas les datas. Hein. Ça me dérange quand on vire un mec à cause des datas. Parce que quand on en recrute un, bon, genre, t'es pas dans le data et tu dégages, c'est ça qui m'avait fait bizarre. Sinon, oui, à Lens, ils viennent d'en vendre 50 millions d'euros qu'ils avaient acheté 100 000 balles sur les. Ah, on a. Il semble qu'on a perdu Julien. Ouais, on a eu Ouais, un. moi, je non, l'entends plus non plus. Je suis là. Bon, je suis c'est là, bon. les gars. Bon, d'accord, très bien, pardon. Ta Vas-y, caméra a continue. freeze, mais a priori, on a retrouvé ta voix. Bah, écoute, je vais vérifier s'il y a un souci. Hein. Vas-y, continuez, hein, faites votre mercato, j'essaie de régler ça. Non, mais a priori, c'est bon, c'est revenu. Ouais, bon, juste du coup, j'imagine que Sadibou Sané, Joss, tu n'as pas vu tous ces matchs, peut-être les deux du barrage de l'an passé. Le milieu central du championnat suédois, j'imagine que tu en as pas vu beaucoup non plus, Pas tellement, non. de Houma. Mais pour toi, elle est où la priorité? Elle est plutôt au milieu de terrain, elle est plutôt en défense centrale, elle est plutôt sur les postes de latéraux qu'on n'a pas évoqués? Ben moi, ouais, mais visiblement personne ne les évoque, mais moi je pense que là où on est le plus en danger, c'est sur les deux postes de latéraux. Parce que je pense qu'on a deux latéraux qui sont un peu justes pour ce que veut faire en Hollande, et surtout on en a que deux. Léo Petro qui fait ce qu'il peut et qui fait parfois des très bonnes prestations aussi. Si jamais il se fait, je sais pas moi, croiser demain, ou voilà, on est quand même juste là. Alors, je dis pas qu'il faut pas un défenseur central droit, parce que je pense que là aussi, Batovinsika, ça peut être discutable de temps en temps. Mais je sais pas si c'est plus urgent que d'avoir des bons latéraux. Voilà. C'est pareil, le milieu, ça ne ferait pas de mal d'avoir un bon milieu supplémentaire, mais le milieu, jusqu'à présent, ça se passe pas trop mal sur la période récente. Ouais. Moi, mes priorités, ça serait les latéraux et au moins un joueur d'aile, parce que je pense qu'on est trop juste. Voilà, mais ça semble pas être la direction qu'on prend, hein, puisque Oui, oui. visiblement le projet c'est un central, un 6 et un joueur d'aile. Après, attention, on a vu cet été que des fois on avait des annonces de joueurs la veille ou l'avant-veille de leur arrivée officielle. Il y a un peu plus d'opacité avec la nouvelle direction. Et justement, Clairement, oui. Julien, je vais pas te demander de commenter les profils de Timothy Ouma ou de Sané, de Sadibou Sané Merci. de Metz. C'est avec plaisir. Non, mais par contre, je voulais te demander de l'extérieur, donc d'un non-supporter stéphanois, comment on voit un petit peu justement cette nouvelle direction stéphanoise avec la tête pensante de Gazidis et le propriétaire Tannenbaum et l'envergure du projet, parce que nous, évidemment, sortant de l'époque Romei Kayetzo, on a un petit peu l'impression qu'on rentre dans une autre dimension. Est-ce que de l'extérieur, vous avez aussi cette impression, ou au contraire, ça reste un petit projet de bas de tableau? De l'extérieur, on a du mal à avoir un avis définitif. Hein. Oui, C'est-à-dire bien sûr. que, De toute façon, c'est très récent. Hein. Ouais, et puis en revanche, moi je pense que on a plutôt qu'il fallait passer à autre chose. Je vois pas, je pense pas que. Je sais pas si en interne vous avez des regrets. Moi, je ne peux pas avoir de regrets parce que ils étaient tellement au bout du chemin, les deux autres, là, que franchement, tu peux dire, bah, à un moment donné, il y a des gars qui viennent et qui avec un projet, tu as envie de leur dire, bah, on va être derrière vous, les gars, hein, vous qu'on va y croire, hein, on va vous donner votre chance. Pour moi, le vrai truc, c'est, je m'étais dit, on va voir ce qu'ils ont, entre guillemets, dans la place, en fonction de mi-parcours, et quelle est leur attitude sur le mercato. C'est-à-dire que si les gars se disent, bon, il est hors de question qu'on aille en Ligue 2 parce que notre projet, on veut vraiment qu'il soit ambitieux, là, tu vois, on va acheter des joueurs, ça. Si les mecs n'investissaient pas vraiment au mercato avec la situation de Saint-Etienne, tu pouvais t'inquiéter. Tu pouvais te dire, voilà, s'ils ne mettent pas d'argent maintenant, ils en mettent quand? Parce qu'on sait très bien que la Ligue 2, tu sais quand il va, tu ne sais pas quand on revient. Donc moi, je pense sincèrement que c'est ça qui va déterminer l'opinion que j'aurai sur le projet. C'est la manière dont ils gèrent ce mercato, leur ambition sur ce mercato, parce que
là, c'est là que ça va se jouer. Parce que s'ils se maintiennent, après, ils peuvent relancer une année ambitieuse avec un truc un peu plus, voilà, Ouais. un peu plus funky. Mais là, si tu descends, là, t'es pas sûr de remonter. Hein. Donc, Bah oui, moi, c'est là que ça va se jouer. t'as bien raison sur le fait que la Ligue 2, tu sais quand tu la retrouves, tu sais pas quand tu la requittes. Au niveau des départs, mon cher Clément, est-ce que tu as des billes à nous donner? Juste petite précision sur Sadibou Sané. Ouais. Alors, on ne peut pas affirmer que ce soit la priorité à l'instant T, surtout qu'il y a visiblement un autre dossier pour le coup, avec un plus gros nom pour la défense centrale. Mais Sadibou Sané, il y a des discussions qui sont là depuis novembre, preuve que le défenseur central, c'est un poste auquel on, on s'attache vraiment depuis longtemps. Et autre précision, il a le même agent que Irving Cardona, Sadibou Sané. Ça peut aider. Ça peut aider en effet. 2 dossiers en un actuellement. Donc pour les départs, on a du coup Pierre Cornu. L'info est sortie ce matin sur un média israélien. Il y aurait un intérêt du Maccabi pour un retour. Le principal problème, ça va être la volonté du joueur pour le coup, parce que alors, je ne sais pas si ça avait vraiment été dit clairement l'été dernier, mais il avait vraiment forcé son départ, même s'il était bien là-bas, à cause de la situation dans son pays. Donc tout ça pour revenir 6 mois plus tard, ça pourrait paraître un peu étrange. Il était vraiment inquiété par la situation là-bas. Donc ouais, ça semblerait bizarre de le voir revenir après 6 mois. Mais on ne sait jamais, le foot nous réserve parfois des surprises. Et en cas de départ de Pierre Cornu, on avait Joss qui s'inquiétait au niveau des latéraux. Alors, même sans le départ de Pierre Cornu, il y a une réflexion autour justement de ce poste de latéral gauche, mais le départ de Pierre Cornu, je pense, nous obligerait à recruter clairement un latéral. Au niveau des autres départs, les indésirables classiques, hein, j'ai envie de dire, Tardieu, Fomba, Monconduit ne rentrent plus dans les plans, Briançon non plus, qui ne sera pas retenu s'il y a des intérêts. On avait un club de national qui était venu notamment pour Briançon il n'y a pas longtemps. Pour le moment, rien de nouveau. Cafaro, selon le progrès, qui ne sera pas retenu non plus à 6 mois de la fin de son contrat. Globalement, sur les fins de contrat, il n'y a pas grand monde qui risque de prolonger, on ne va pas se leurrer. Ouais. Et au niveau des jeunes joueurs, Aiki, que le club aimerait prêter, mais Aiki, le problème, c'est qu'il a des intérêts en Ligue 1, en Bundesliga, en Liga, donc pas évident. Sherfal, que le club aimerait prêter également, ça commence à le proposer un peu, etc. Pour l'instant, rien de concret. Et autres jeunes pour qui il y a un dossier, on l'avait évoqué la semaine dernière, je pense que ça va s'ébruiter au fur et à mesure, c'est Kevin Pedro. On a un club de niveau européen, disons, qui est intéressé, et il n'a toujours pas signé professionnel. Donc on sait que c'est des situations qui peuvent parfois être difficiles, donc on va espérer que la SSE dégainera le contrat prochainement. Voilà, voilà. Et puis pour Mathis Amougou, on avait eu l'équipe qui avait évoqué le cas il y a quelques semaines. La SSE aimerait le prolonger. Lui refuse car il trouve que la durée du nouveau contrat est trop longue. On avait le Bayer Leverkusen qui était intéressé l'été dernier. C'était pas sorti, mais on avait aussi Borussia Mönchengladbach et la Real Sociedad qui étaient intéressés. Donc voilà, à voir. Ça peut être aussi un dossier d'ici la fin du mercato ou cet été, tant qu'il ne prolonge pas. Ok, et ben merci beaucoup. Et effectivement, pour Kevin Pedro, qui n'a toujours pas signé professionnel, tu me disais avant l'émission quel était le club concerné. Si effectivement ils sont sur lui, ça va être un petit peu difficile de le retenir. Au niveau de ses départs, quelque chose à dire, Joss, Julien? Est-ce que ça vous paraît somme toute assez logique que les, euh, les joueurs qui nous ont accompagnés en Ligue 2, les Briançon, Tardieu, Monconduit, Fomba, tout ça, n'aient pas leur place en Ligue 1? C'est pas des joueurs qui vous semblent avoir le niveau? Moi, je pense que oui. Ils ont mon conduit. Ça fait trop longtemps qu'il est dans le circuit du petit club qui galère, machin, tout ça. Enfin, je pense Briançon, voilà, ils ont fait leur parcours à Saint-Étienne. C'était bien, mais justement, si tu veux grandir, il faut passer à autre chose. Même Cafaro, en vrai. Cafaro, tu te dis, ah tiens, quand même, Cafaro, bon petit joueur et tout. Je pense que voilà, ils ont fait leur temps. Et si tu as juste envie, créer une nouvelle dynamique, peut-être qu'il faut, voilà, il faut qu'ils aillent faire une autre aventure et puis que c'est autre chose, quoi. Ouais. Joss, tu rejoins Julien là-dessus?
La question, c'est est-ce qu'il faut retenir tous ces gens-là? Ouais, Parce que moi, j'entends qu'on va pas revenir Cafaro. Qu'on va pas retenir Cafaro. Je suis extrêmement surpris. Non, mais non, mais évidemment qu'il faut passer à autre chose. Évidemment qu'ils incarnent une page qui est derrière. Et puis ça se voit globalement dans leur attitude générale. On n'a pas l'impression qu'ils aient vraiment très très envie de revenir au plus haut niveau et envie de regagner leur place, ces gens-là. Donc voilà, merci pour les services rendus et au revoir, quoi. Voilà. très bien. Eh ben, merci beaucoup Clément pour ce gros point mercato. Il est 22h, donc normalement c'est la durée totale de l'émission. Mais j'ai pas fait le quiz, donc on va prolonger encore 5 minutes si t'es dispo, Julien, pour qu'on puisse jouer ensemble. C'est le jeu truqué, là? C'est le jeu truqué? Ouais. C'est exactement ça. C'est J'ai exactement l'impression le jeu. d'avoir du écho là. Le jeu est truqué, je te préviens, j'ai truqué. Alors, messieurs, nous avons 3 questions à vous soumettre. Bien sûr, vous pouvez jouer dans le chat, mais Julien et Joss, si vous avez le chat pas loin, désactivez-le, histoire d'être Regarde totalement neutre. Allez, allons-y pour la première question. On va faire un qui suis-je. Vous connaissez le principe. Je vous lis la biographie d'un joueur ou d'un entraîneur passé par Paris et Saint-Etienne. Et le premier qui trouve à gagner. Dites bien votre nom avant de répondre, que je puisse vous donner la parole. Je suis né le 20 novembre 1972 à Menton. Qui suis-je? Ok, je continue. Je commence donc ma carrière de joueur professionnel en 1990 du côté de Nice. Malheureusement, la magie de mon pied gauche ne me permet pas de trouver une place de titulaire et je devais donc rester 5 saisons sur le banc, ne faisant que 8 apparitions lors de ces 5 longues saisons. En 1995, je tente ma chance quelques kilomètres plus loin du côté de Marseille, où je m'impose directement en tant que titulaire. Saison pleine, 40 matchs. Mais aïe, le club décide de recruter pour me concurrencer et je perds donc ma place de titulaire. C'est à ce moment que je rejoins un club mythique, le club de la ville du design classé à l'UNESCO, la ville où l'on peut se loger sans être millionnaire. Je parle bien sûr de l'AS Saint-Etienne, où je jouerai 109 matchs en 4 ans. Je quitte ce club mythique pour aller habiter Paris, ayant eu quelques rentrées d'argent me permettant de me payer un loyer de 9 mètres carrés. Et hasard des chiffres... Oui, Joss Elbuik. C'est pas David Elbuik, la main est Non, à il est pas Julien. si vieux que ça, Elbuik. Hasard des chiffres, je jouerai exactement 109 matchs aussi avec le Paris Saint-Germain. On peut donc pas me reprocher d'avoir avantagé quelqu'un sur cette question. Landrin. Oui, Julien? Christophe Landrin, non, c'est pas lui. Christophe Landrin, non, la main est à Joss. Cependant, ces 109 matchs, je les jouerai en 7 ans, étant donné que le club dispose de 2 gardiens d'un niveau équivalent avec Lionel... Jérôme Alonso. Jérôme Oui. Alonso. Mais oui, Nice. Effectivement. Mais Nice, quel crétin. Et là, normalement, Putain, vous avez Menton. trouvé, donc je m'emmerde pas à continuer. La biographie, Bien sûr. je l'ai littéralement écrit comme ça. Menton. Point pour Joss. Point pour Joss. Deuxième question. Vous avez 2 minutes chacun, et je vais me lancer un petit chronomètre. Vous avez 2 minutes chacun. Chronomètre, c'est ici. Ouais. Pour me citer un maximum de joueurs de votre équipe, donc Paris pour Julien et Saint-Etienne pour Joss, présents sur la feuille de match d'un autre Paris Saint-Étienne, s'étant conclu sur le score de 2-1, le 14 février 2009, soir de Saint-Valentin. Donc, je répète... Attends, c'était quoi? C'était un PSG ASS? PSG AS Saint-Etienne, score 2-1 pour Paris le 14 février 2009. Et on va commencer avec toi. Et attends, il faut que chacun donne les joueurs de son équipe ou de l'équipe adverse? Exactement, compris, si tu moi. avais écouté, tu aurais compris, effectivement. Je suis tendu, le jeu est truqué, alors je suis tendu. Je vais commencer avec Julien. Tu as 2 minutes pour me citer des joueurs présents ce soir du 14 février 2009. Et attention, c'est parti. Top. Julie. Ludovic Julie. Oui, ça marche. Putain, j'en ai aucun de l'époque. Masse. Et quoi, je dois continuer, moi, là? Ouais, saison 2008-2009. Bah oui, pendant 2 minutes, il écoute pas. J'ai 2 minutes. Alors, putain, mais là, laisse tomber, là, je suis pas sûr. Landreau. Michael Landreau, ça marche. 2009, je dirais peut-être qu'il y a Christophe Jallet. Christophe Jallet, je l'ai pas. Putain, 2009, je suis Pancrate. Pancrate,
je l'ai sur le banc, ça marche. 2000. C'est truqué. Non, mais 2009, je te jure, c'est la Et pire le période. banc, c'est truqué. Diané, Diané, ça marche pas. Traoré, Samy Traoré. Traoré, ça marche. Oh putain, quelle équipe de merde! Équipe dégueulasse. Il te reste 50 secondes. Bicevac. Bicevac, ça marche pas. Yepes. Yepes, ça marche pas. Armand. Armand, ça marche. Oh là là, quelle équipe dégueu. Putain, j'ai honte. Je veux même pas je crois que je veux pas m'en souvenir. Je veux pas m'en souvenir. Bodmer. Non, il y est pas encore. Bodmer, non, il y était pas. Je tente 2009, je tente un Clément. Ah, Jérémy Clément, ça marche. Passé par les deux clubs. Il te reste 15 secondes. Je tente un Bourillon. Papus Camara. Papus Camara, non. Bourillon non plus. Laisse tomber, j'ai même pas envie de continuer. Ça m'a dégoûté. Cette équipe m'a donné envie de dégueuler. 2 minutes, c'était terminé. Et donc, ça fait 6 joueurs. Tu avais Oh là aussi là. du Marcos Seara, du Claude Makelele quand même, du Jérôme Roten, Ah oui. quand même un collègue. Attends, je l'ai pas dit, Roten. Je crois pas, ou en tout cas, je l'ai pas entendu. Putain, non, mais tu sais que c'est le premier auquel j'ai pensé. Je l'ai mis de côté, j'ai oublié de le dire. Et en fait, pardon, je me suis trompé, ça fait 7 parce que Papus Camara, effectivement, je l'ai raté dans la liste, il était là. Il était. Joueur passé par Saint-Étienne et Paris, lui aussi. Ouais, franchement, c'est déjà beau vu l'équipe de Daube et que j'aurais dû voir Roten, c'est presque 8. Donc, Mon cher Joss, ça va être à toi. T'es avantagé, t'as eu le temps de réfléchir un petit peu. Attention, top, c'est parti. Donc, faut que j'en trouve combien pour gagner là 8 8, Minimum 8. Donc, on devait avoir du Jeannot dans les cages ça marche, et du Gomis de l'autre côté. ça marche. Sur le banc, ça marche aussi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est de l'effectif de cette époque-là. Feuille de match. Ilan. Ilan, ça marche. putain. On devait avoir du Matuidi. Blaise Matuidi, ça marche. Passé par les deux clubs, lui aussi. Matuidi, il y avait Payet. Il y avait Dimitri Payet, ça marche. Alors après, derrière Bayelsal. Mustapha Bayalsal, ça marche. Ah ouais, tiens. Tiens, par contre, là, les latéraux, je me souviens pas. Non. Dabo, peut-être. Dabo. Alors lequel? Mohamedou Dabo. Mohamedou Dabo, ça marche. Brian Je Dabo, crois que c'est j'en ai. J'en vois un latéral, je crois que j'en ai un. Allez, On un n'avait pas dernier. Miralas aussi, non Miralas. Kevin Miralas, Ouais. ça marche. Et donc tu valides ta victoire, effectivement. Aïe, Kevin aïe, Miralas, aïe. l'attaquant belge qui était parmi nous. On avait Il aussi n'y avait pas un mauvais François Clair à l'époque? c'est lui François Clair, non, il est arrivé plus tard. On avait du Moi, j'aurais Estatios tenté Tavlaridis quand même, un Ouais, joueur j'aurais moi qui tenté m'a marqué. Tavlaridis aussi, ouais. Tavlaridis. Du ouais. Benalouane, on avait du Johan Hawker, du David Gigliotti, enfin bref, une équipe. Gigliotti. Ah bah ça, Ça, j'avais Geoffrey pas ça, par Dernis, contre. incroyable. Geoffrey Dernis. Messieurs, attention, on va passer à la troisième question. Qui est le joueur passé par le Paris Saint-Germain et Saint-Étienne qui obtient des promotions facilement et qui doit régulièrement faire le plein de sa bagnole? C'est pas Shell. Non, vous l'avez pas. C'était Jean-Luc Sassus. On passe. Attends, ça suce par rapport à quoi, ça- tu dis? Bah, Sassus parce qu'il obtient des promotions facilement et il doit régulièrement faire le plein de sa bagnole. D'accord. oui, Ah ça me paraît logique. là. Ok, deuxième Il a question. joué- Ça suit, il a joué à quelle période au PSG? Eh ben, je sais pas, mais il Mais était sérieux, dans ma Nico, liste de c'est- joueurs passés Jean-Luc par les deux Lassus, tu clubs. demandes quand est-ce qu'il a joué au PSG? C'est la plus belle période où il a joué. Deuxième meilleur question, arrière messieurs, latéraux pour du PSG. potentiellement marquer le point. Quel est le prénom du joueur passé par le PSG et Saint-Étienne? Le prénom du joueur passé par le PSG et Saint-Étienne qui l'aurait la réponse à cette question. Thierry. Thierry. Thierry l'aurait. Qui l'a dit en premier? Moi, Julien. C'est Jost. Ah merde, c'est putain, moi. Ah ils vont pas être non, d'accord. c'est Jost. Et l'autre, Alors, il travaille je chez vais te dire, Roten. C'est simple. Il travaille dans le monde de l'arnaque, chez la blonde sans flamme. Là. Alors, demande aux gens du chat, parce que moi, Non, mais c'est moi. je t'ai entendu C'est le dire évident. après.
Mais Bon, non, mais tu pour m'as vous entendu le dire départager, après, c'est messieurs, parce j'en ai une que autre. Qui est le joueur passé par le PSG et Saint-Etienne qu'on met sur un tankerville? Jean-Philippe Séché. Yes! C'est juste! Oh là 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 là. Jean-Philippe Séché est le joueur du PSG et de Saint-Etienne qu'on met sur un Ah tankerville. oui, non, mais attends, mais oui, parce que le tankerville, c'est une expression de province des années 50. Ce que tu veux, c'est que chez les gens civilisés, on dit un étendoir. Le tankerville, c'est ma grand-mère qui disait ça. Qui dit tankerville encore? Vous Eh êtes... ben, Non, mais à un moment donné, faites un truc entre vous, là, entre gens, vraiment. Il faut une DeLorean pour venir vous parler, en fait. Ouais, Non, mais Julien, t'as pas vu la pancarte de tes supporters? T'es chez les gueux, hein, ici. Hein. t'es Ouais. à Saint-Etienne, hein, qu'est-ce que tu veux? T'es chez les gueux, mon pote. Paysan. Bon, eh ben écoutez, messieurs, Bravo. messieurs, dames, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup, beaucoup, Julien, pour ta présence. Merci Plaisir. modérément, Joss, pour la tienne. Merci beaucoup à